Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. À 10 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, la campagne bat déjà son plein. Et pour nous éclairer sur ce scrutin et sur les enjeux de ce scrutin, avec nous en plateau, André Caspi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes historien et même professeur émérite d'histoire nord-américaine à la Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur la plus grande ou la plus puissante démocratie au monde, dont le dernier, Les présidents américains de Washington à Obama, avec la question sous-jacente un peu de savoir est-ce que le président américain reste l'homme le plus puissant au monde. Mais avant de revenir à cette question, comme c'est un ouvrage d'histoire, revenons aux sources en fait de la fonction présidentielle aux États-Unis, 1789. À l'époque, dites-vous, écrivez-vous, il n'y a pas de campagne parce que c'est considéré comme indigne. Ça a beaucoup changé quand même depuis. Comment ça se fait qu'on ne faisait pas campagne à l'époque ? C'est vrai qu'il n'y avait pas de campagne à l'époque et je crois que Hélène Arter, qui a écrit avec moi cet ouvrage, le montre bien. À cette époque, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, il n'était pas digne de solliciter les suffrages de ses compatriotes. Il fallait que les compatriotes manifestent leur volonté de faire venir jusqu'à la présidence un homme aussi prestigieux que George Washington, par exemple. Donc c'était le prestige, c'était l'aura de quelqu'un qui faisait qu'à un moment donné, on faisait appel à lui. C'était l'homme providentiel. C'était un homme providentiel et en même temps, c'était un homme qui, par ses qualités, dominait, pourrait-on dire, la société. Il est une sorte de père de la nation. George Washington a toujours été considéré comme le fondateur ou l'un des fondateurs principaux de la société ou de la civilisation américaine, en tout cas de la nation américaine. Et de ce point de vue-là, il n'avait aucune raison de faire campagne. Et je dirais même qu'il souhaitait qu'on insiste pour qu'il se déplace, pour qu'il remplisse cette fonction. C'est-à-dire que c'était un honneur que d'attendre la sollicitation de ses compatriotes. Alors 225 ans plus tard, ça a quand même bien changé. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et d'ailleurs, vous avez un regard extrêmement sévère sur les campagnes présidentielles. Vous dites même, vous écrivez même, l'argent occupe une place plus importante que les idées. C'est quand même très sévère comme jugement. Oui, mais je vais vous en donner une preuve. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme le financement des campagnes électorales est contrôlé, bien entendu, mais qu'en même temps, il y a bien des possibilités pour contourner les lois, on estime qu'un candidat est populaire lorsqu'il est capable de lever des fonds importants. Parce que, traditionnellement, on n'aime pas donner de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il va perdre. Alors on donne de l'argent à quelqu'un qui a de fortes chances de gagner ou qui correspond tout simplement aux idées que l'on défend. Ce qui veut dire que très souvent, la popularité d'un candidat se mesure au fond qu'il a été capable d'obtenir. Et lorsqu'il n'a plus de fonds, lorsqu'il manque d'argent, eh bien, il doit abandonner la campagne, il est hors jeu. On le voit par exemple en ce moment avec l'un des candidats républicains, qui est Jon Huntsman. Il n'a plus d'argent, il sait d'un autre côté que les sondages ne lui sont pas favorables, il se retire. Alors, on parle aussi, à propos d'argent, des PACs, des super PACs aujourd'hui, les Political Action Committees, qui jouent un rôle de plus en plus important, enfin en tout cas dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ? Oui, c'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la contribution individuelle est limitée. Mais on peut essayer, en somme, de contourner cette disposition en rassemblant des fonds qui proviennent de 10, de 20, de 30 individus qui ne sont pas directement gérés par le candidat, mais qui vont dans le même sens que le candidat. Ce qui veut dire que c'est une manière, en somme, pour le candidat de trouver des financements parallèles, et ces financements parallèles sont particulièrement importants. Alors, je peux vous en donner un exemple. Parmi les candidats républicains, Newt Gingrich est parvenu à obtenir, il y a quelques jours, 5 millions de dollars de la part d'un directeur de casino de Las Vegas, qui est un de ses amis d'ailleurs, pour pouvoir continuer sa campagne. Et c'est très important d'avoir ces fonds parce que cela permet d'acheter des publicités à la télévision. N'oublions pas que la télévision est commerciale et que la publicité politique est autorisée,
qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Ça lui permet également de mettre en place toute une organisation de volontaires, de faire appel à des sondages, d'utiliser des consultants. Bref, il faut de l'argent pour mener campagne, et les campagnes présidentielles aux États-Unis coûtent de plus en plus cher. Alors l'argent, le rapport à l'argent a complètement changé en 225 ans. Néanmoins, il reste un héritage des pères fondateurs dans cette démocratie américaine. Et autour de la fonction présidentielle, quels sont-ils? Oui, c'est-à-dire que si vous lisez ou relisez la Constitution des États-Unis, vous constatez que la présidence est mentionnée à l'article 2. L'article 1, c'est le pouvoir législatif. Mais depuis Franklin Roosevelt, c'est-à-dire depuis 1933, c'est un renversement de la tendance. C'est-à-dire que le président tient une place essentielle. Essentielle parce que la vie économique dépend en grande partie de Washington. Les bouleversements de la société peuvent être décidés ou non par le Congrès, mais aussi avec l'appui ou l'hostilité, suivant les cas du président. C'est-à-dire que le président est véritablement au centre de la vie politique. Et ce qui fait qu'au XXe siècle, le président des États-Unis était considéré comme l'homme le plus puissant au monde. Alors, mais on est en train de revenir dessus, c'est ce que vous dites. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est l'homme le plus puissant au monde, dans la mesure où les États-Unis sont la superpuissance. Mais à partir du moment où les États-Unis connaissent un léger déclin, il est évident que le président n'est pas l'homme le plus puissant du monde. Et je ne sais pas d'ailleurs qui est le plus puissant. Peut-être que ce sont les marchés, peut-être que ce sont les agences de notation. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais en tout état de cause, ce que l'on peut dire, c'est que le président des États-Unis, c'est l'homme le plus puissant des États-Unis, incontestablement. C'est un des grands puissants dans l'ensemble du monde. Maintenant, dans ses rapports avec les autres pouvoirs aux États-Unis, il rencontre des limites. Il a en face de lui le Congrès, il a en face de lui les États fédérés. Il ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et même de moins en moins, on a l'impression. Oui, de moins en moins peut-être, mais c'est-à-dire que de plus en plus, en tout cas, il y a des forces qui dépassent les États-Unis. Il y a aussi aux États-Unis des mouvements de contestation au sein de l'opinion publique, par des mouvements populaires comme le Tea Party par exemple, ou comme ceux qui ont occupé Wall Street et puis quelques autres villes, c'est-à-dire qui contestent la puissance des banques. Donc il y a à la fois à droite et à gauche des mouvements qui vont à l'encontre du pouvoir présidentiel, sans compter que la tradition aux États-Unis, c'est malgré tout une certaine méfiance vis-à-vis du gouvernement fédéral. Au fond, les Américains préfèrent de beaucoup les institutions locales à l'institution nationale, même s'ils se reconnaissent dans le président qui est le seul élu par l'ensemble de la nation. Alors, dans votre ouvrage, Les présidents américains de Washington à Obama, vous passez un peu l'histoire de tous ces présidents américains en revue, mais vous finissez votre conclusion, finalement, vous dites il faudrait peut-être réformer la façon dont on élit le président des États-Unis, et vous faites un certain nombre de propositions. Vous dites notamment que les élections mériteraient d'être simplifiées. Oui, parce qu'elles sont très compliquées. Vous savez, d'abord, ce n'est pas une élection directe, comme c'est le cas en France. C'est une élection indirecte, c'est-à-dire que les Américains élisent de grands électeurs, État par État, et ce sont les grands électeurs qui, à leur tour, désignent le président. Ce qui n'est plus adapté à notre époque, finalement ? Non, parce que ça correspondait à ce qui convenait aux États-Unis à la fin du XVIIIe et même peut-être au XIXe. Mais aujourd'hui, on pourrait imaginer, malgré tout, que les États-Unis élisent directement leur président. À quoi, évidemment, les Américains répondent que c'est possible, mais que d'un autre côté, c'est un État fédéral et que chacun des États tient à manifester sa personnalité, tient à montrer quels sont ses choix. En conséquence, il y a à la fois du pour et du contre. Ce que je crois qu'il faut bien souligner, et c'est une évidence, c'est que les États-Unis, ça n'est pas la France, et la France, ce ne sont pas les États-Unis. C'est-à-dire qu'on est là dans deux sociétés différentes qui, malgré tout, ont beaucoup de points communs. Effectivement, ce mode, en tout cas ces campagnes et les caucus notamment peuvent paraître anachroniques, mais les Américains semblent y tenir. Vous faites une autre proposition, vous dites aussi pourquoi ne pas instaurer un Premier ministre. Alors, vous venez de dire que la France, ce ne sont pas les États-Unis, mais pourquoi cette proposition? Ça paraît incongru, il y a un vice-président.
Le vice-président ne tient pas du tout le rôle de Premier ministre. L'avantage du Premier ministre, c'est qu'il sert, en principe, de fusible au président. Tandis que dans le système américain, si les choses vont mal, le président est responsable du point de vue de l'exécutif. Mais finalement, c'est une façon de proposer aux Américains de se rapprocher du système français. Oui, et d'un autre côté, il y a beaucoup de Français qui aimeraient que la France se rapproche du système américain, c'est-à-dire que l'on supprime la fonction de Premier ministre. Vous savez, on peut toujours imaginer des réformes différentes, aussi bien d'un côté que de l'autre de l'Atlantique. Ce qui reste certain, c'est que la France a un régime qui est mi-parlementaire, mi-présidentiel. Les États-Unis ont un régime strictement présidentiel. Alors, une dernière question, sans vous demander vraiment de faire de pronostics, votre regard sur la campagne présidentielle qui s'annonce maintenant et peut-être les chances pour tel ou tel candidat de gagner. Juste deux remarques. La première remarque, c'est que le Parti républicain est divisé. Il est divisé, il n'arrive pas à trouver le candidat qui satisfasse toutes les nuances qui existent au sein de ce parti. Et la deuxième remarque, c'est que Barack Obama a perdu une partie importante de sa popularité depuis déjà 2-3 ans, ce qui veut dire que, compte tenu de la faiblesse des Républicains, compte tenu du niveau de popularité auquel Barack Obama est malgré tout parvenu à rester, je crois que les chances de Barack Obama ne sont pas nulles. Et c'est sur ce pronostic que nous achevons cet entretien. Merci beaucoup André Caspy d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.